Le sniper. Élise Bouchard n'était pas jolie fille, mais elle avait de la chatte. Avec ses 3 plis au cou, elle rendait malade les petits mecs. Une fille des années 80. Derrière ses lunettes, plus tard aux ressources humaines du laboratoire Glacanol, elle opterait pour des lentilles de contact teintées, elle avait les yeux très noirs et plissait les paupières lorsqu'elle parlait à un élève de sa classe. De toutes les lycéennes de la cité, c'était la plus entreprenante. Et en ce temps-là, les filles avaient encore le droit d'allumer un garçon sans qu'on y mette le feu. Depuis, en Seine-Saint-Denis, la tradition des bûchers à sorcières avait connu une belle reviviscence et l'on brûlait les filles pour les raisons qui avaient conduit Jeanne d'Arc aux flammes, des histoires de pantalons et de cheveux pas comme il faut. Lorsqu'Élise Bouchard décidait de se taper un garçon du lycée, les filles se tenaient à l'écart de peur d'avoir à masquer une paupière violacée sous des imitations de Ray-Ban à double barre, la mode à cette époque. Élise Bouchard avait la cuisse facile et la droite précise. Avec ça, une taille 10 ans, 4 jupes d'été pas trop longues et des ogives mammaires qui sortirent à 15 ans du chantier naval de la puberté. Elle dansait en couleuvre et collait son ventre avec science lorsqu'un slow annonçait l'heure des frottements. Elle mettait toute la langue au premier baiser et elle laissa dans le sillage de sa scolarité une traînée de hoquets et de nez cassés. Jusqu'à ce qu'elle rencontre, en classe terminale, Terence Juvenal, un fort en thème, auquel elle se voit et dont elle jura qu'il deviendrait son mari. Personne n'en crut rien et l'on continua à répéter que la Bouchard était une salope. La section avançait dans le village afghan. Le vent soufflait du nord, les peupliers bruissaient. Leurs fuseaux d'argent rafraîchissaient les cours des fermes. Les canaux reflétaient le ciel, serpentaient entre les murets de galets alluviaux. L'orge des champs ondoyait aux rafales et des plaques de gerbes vert cru se couchaient violemment. Le vent giflait la terre et les burkas claquaient comme des trinquettes, emportant les femmes sur les rebords des champs. Des chameaux mouchetaient les glacis. Les pentes des montagnes s'échouaient à la lisière des arbres. Au loin, coiffant les hauteurs, le diamant des sommets de l'Hindou-Kouch portait un ciel blanc. Et le soleil afghan cuisait cette splendeur. Le lieutenant avait 25 ans. Il regardait les crêtes et pensait à Mauriac qu'il lisait le soir dans sa tente plantée au cœur du poste avancé, un recueil des blocs-notes publié dans l'Express par le vieux chameau catholique et traversé de ce genre d'aphorisme: au-delà d'une certaine altitude, il n'y a plus de mauvaises pensées. Comment peut-on écrire pareille connerie? Vous dites, mon lieutenant? Le jeune officier avait oublié qu'il était relié à ses chefs de groupe par le système félin de transmission audio intégré au casque français depuis le retour de la nation dans l'OTAN. Rien, Garmiche. Maintenez les distances. Reçu, mon lieutenant, dit le sergent Garmiche. Des conneries d'un télo, pensa-t-il. Puis, il oublia Mauriac et se concentra sur la patrouille. À pas lents, les hommes traversaient le village d'Azamaï, jetant des coups d'œil par-dessus les murets, vérifiant les puits et les bus des canaux, saluant d'un geste un paysan qui s'en allait au champ et détournant la tête lorsqu'il tombait sur un groupe de femmes à la cueillette dans un verger. En général, les Afghans souriaient, mais parfois ils passaient placides et les soldats sentaient un picotement dans la nuque et se demandaient si ce type en turban, avec sa houe sur l'épaule, ne dissimulait pas un de ces salopards inscrits au fichier américain. Ce conflit, c'était un combat de rhinocéros contre des caméléons, mené dans un labyrinthe. La mission du jour consistait à tâter l'atmosphère, à mesurer le degré d'hostilité des populations. L'état-major donnait le nom de « patrouille conversationnelle » à ces opérations. En guise de conversation, les attentats se multipliaient depuis l'année 2006. Des snipers logeaient des balles de 7,65 à 1,5 km de distance dans le cortex frontal des soldats français au moyen de fusils de précision Dragunov vendus $1000 sur le marché de Peshawar. Ou alors c'étaient des pièges enfouis au bord des routes qui déchiquetaient les jambes jusqu'au bas-ventre et faisaient exploser les blindés. Le lieutenant trouvait le village trop calme. Il n'aimait pas la fourberie du silence. Mauriac l'avait mise en boule, la matinée puait. À 12h29, le premier soldat apparut dans le viseur.
Suleiman éprouva une acidité dans le bas du ventre. Des Français. L'information était donc exacte. Le flic de la police afghane qui les avait renseignés n'était pas un pourri. « Zafar, appelle le chef », commanda Suleiman. Grésillement du talkie-walkie. « Hadji Zahir, la miséricorde d'Allah soit sur vous. Le Kradzi Fransaoui vous demande. Il les a repérés. » Les hommes d'Hadji Zahir, chef des combattants de la vallée du Wazira, appelaient Suleiman le Français fou. Depuis son départ de France, Suleiman avait passé 1 an à s'entraîner dans un camp pakistanais de la région de Chitral. Puis, il avait rejoint un groupe de moudjahidines par l'école de l'Est de la Kapisa. Il avait séduit les djihadistes de son unité par sa rage au combat, sa connaissance des textes, son radicalisme, son habileté au tir et le parfum de mystère qui flottait autour du destin de ce guerrier débarqué des banlieues parisiennes où ses compagnons de combat savaient que les filles portaient des ficelles en guise de culottes et en faisaient dépasser un brin du pantalon en pleine rue. Dans la vie d'avant, Suleiman s'appelait Brahim. Il avait grandi à l'ombre de la tour Muguet d'une cité de Drancy, sans voir beaucoup le soleil. De l'enfance, il conservait l'impression d'une chute dans un puits sans fond, prélude à une adolescence sans souvenir. Les mois passaient là-bas, rythmés par un brasier de bagnole, quelques heures de guet au pied des escaliers, et les humiliations des flics. À 16 ans, il avait arrêté de perdre son temps au lycée en comprenant que les filles ne s'intéressaient pas à un type comme lui. Il n'était ni très agressif, ni assez malin pour ramasser le pognon là où il se trouvait. Il n'était qu'un suiveur et possédait ce qu'il fallait de recul pour en souffrir. La médiocrité et la lucidité font mauvais ménage. Il s'était enfoui dans sa cagoule et trouvait là un univers propice à la dissolution de toute espérance et à la rumination de sa haine. Un jour, après une garde à vue de 12 heures qui avait couronné une nuit d'illumination à l'essence dans une cité voisine, un imam, qui connaissait son père, lui avait parlé. Le religieux était jeune, et son regard brûlait d'une énergie qui avait impressionné Brahim. Au lieu de lui servir le couplet sur la vertu coranique, l'imam lui avait dit « Je vais te rendre plus fort que toutes les larves qui se sont mises en travers de ta route et t'offrir l'occasion de te revancher des années perdues. » Brahim voulait trouver une raison de se battre. Il voulait vivre par l'esprit et par l'action. La puissance et la gloire, voilà ce que le jeune prêcheur lui offrait. La puissance et la gloire. En France, il n'y avait plus que les imams à prononcer des mots pareils. Brahim écouta l'homme unanimement respecté de ce côté du périphérique. Il rejoignit le réseau. L'imam félicita sa recrue. Elle allait se révéler la plus fanatique et la plus douée de toute la madrasa. Brahim commença par se durcir l'âme au feu du Coran. Au bout de 2 années, à la mosquée de quartier où l'on ne s'initiait pas qu'au maniement des sourates et à la manipulation des hadiths, Brahim fut mûr pour abandonner son ancienne identité et recevoir le nom de Suleiman, en même temps qu'un billet d'avion pour Islamabad, où les contacts de l'imam le guidèrent, par la région de Chitral, jusqu'au camp d'entraînement des provinces autonomes du nord-ouest pakistanais. Il avait 18 ans. La frontière afghane était à 30 km du camp. Hadji Zahir, le talkie à la main, déboula de l'autre corps du bâtiment. « Ils sont combien, Suleiman ?»« Pour l'instant, je n'en vois que 3, dit Suleiman. Il y a aussi des éléments de l'armée nationale qui avancent sur les flancs, et des gars de la police, dont le nôtre. » À 12h35, dans la lunette de Suleiman, apparut le lieutenant. « Par Allah !»« Quoi ?» dit Hadji Zahir. « Rien, » dit Suleiman. La sueur lui coula dans le dos. Suleiman l'avait reconnu sur le champ, ce front carré strié de 3 sillons, et ses yeux bleus un peu rapprochés qui lui donnaient l'air d'un épagnol, ce long nez fin et cette bouche trop petite, molle, appuyée sur un menton très fort, c'était lui. Ce porc ne s'est pas arrangé. Suleiman prit les jumelles, se les enfonça dans les orbites. Dans sa concentration, il retroussait les lèvres, découvrant des dents blanches. Il repéra le béret rouge dépassant de la poche de treillis de l'officier. « Lieutenant Para, le fumier !» siffla-t-il. Suleiman savait que le jeune homme était entré dans l'armée après ses études.
Les anciens du lycée parlaient parfois de ce petit ver blanc qui avait réussi les concours d'officiers à force de cours du soir, avec un père adjudant qui n'eût juré que par l'armée cela devait arriver. Mais l'idée de le retrouver un jour dans un village du Wazira afghan, au bout de son œilleton, ne l'aurait jamais effleuré. « Hadji Zahir, je suis volontaire », dit-il brusquement. « Volontaire pourquoi, Suleiman ? Je garde le Dragounov. Je descends le plus haut gradé de la section française. Ensuite, si j'en ai le temps, je remets ça et je les plombe jusqu'à ce qu'ils me localisent. C'est un suicide, mon frère. Nous sommes en observation. Si on tire, on se fera ratatiner. Nous ne sommes pas assez nombreux. Ils ont des Milans et les Apaches américains seront là en 10 minutes. Hadji, j'accepte le sacrifice. Vous décrochez tout de suite avec les hommes. Vous n'avez qu'à traverser l'Oued pour arriver au pied du talus. Ils avancent lentement, j'attends 30 minutes, le temps que vous soyez hors de portée. Et je les fume. Vous serez loin. Hadji Zahir réfléchit et regarda sa montre. 30 minutes. Laisse-nous 30 minutes. Comptez sur moi, dit Suleiman. Suleiman, ce que tu fais te sera rendu au centuple. Allah couvre les martyrs de sa miséricorde. Allah est grand, Hadji Zahir, dit Suleiman. Qu'il te bénisse, Suleiman, dit Hadji Zahir. Le petit groupe d'insurgés quitta la ferme. Des galets roulèrent sur le talus de la rivière et une vache meugla. Suleiman avait épaulé le Dragounov et posé le canon sur la margelle de la fenêtre. Il régla la molette de la lunette, regarda s'élever la fumée d'une cheminée, estima la déclivité de la pente et, avec une jouissance douloureuse, plaça au centre de sa mire la tête de Terence Juvenal. 30 minutes plus tard, la balle jaillit du panache dans un claquement et traversa presque instantanément le cerveau du lieutenant Juvenal. La boîte crânienne fut emportée. Le jeune officier n'eut même pas le temps de savoir qu'il était mort et fit un pas avant de tomber. Le sergent Garmiche, qui gardait pourtant ses distances, fut éclaboussé de sang. Le caporal-chef Riquel avait vu l'éclair partir d'une maison située en contre-haut, à 600 mètres au 160. Il gueula ses instructions et un déluge de métal s'abattit sur la ferme. La section entière vidait ses chargeurs vers les fenêtres du bâtiment. La minimi du chef Harkman crachait son feu roulant de 5,56 sur le pisier de la bâtisse. Le contre-feu permit au caporal Trouillet de régler calmement la rampe de tir de son missile Milan qui allait pulvériser le tireur isolé. Au même instant, la voix du muezzin déchira l'air brûlant. Tous les chiens de la vallée hurlèrent et un Apache américain, alerté par le message du radio de la section, se détourna vers le village, roquettes engagées. Suleiman regarda le soleil. Il savait qu'il ne le reverrait plus. Mais il se fichait de mourir à présent qu'il avait éliminé Juvenal, le petit salaud qui avait raflé Élise Bouchard. Le missile Milan philo-guidé partit dans un froissement. Un bruit presque soyeux. Un mois plus tard, le lieutenant Juvenal recevait à titre posthume la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la brigade. Il eut un discours où il était question de sacrifice, de devoir, de défense de la démocratie au prix du sang et des valeurs de la République. Le laborieux ministre qui s'en fendit ne pouvait tout de même pas savoir qu'Élise Bouchard avait encore fait une victime.